Oui, et ça fait le lien avec une évolution que vous avez constatée où vous voyez que le droit des étrangers n'est plus un infradroit, que toutes les conditions d'un état de droit sont réunies, Mm. et en même temps que donc, la question désormais est celle de pourquoi les droits sont bafoués, Mm. et est-ce que ça c'est pas le lien justement, enfin encore un lien, mais avec votre activité justement au GISTI qui est, il y a le travail scientifique et en fait là c'est la nécessité du travail militant, de l'engagement. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être en quoi ça consistait, ou votre rôle au GISTI? Ah bah, mon rôle au GISTI, il est multiforme, hein. Donc je suis arrivée au GISTI en 82, parce que comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, le GISTI cultivait beaucoup l'anonymat. C'était une petite organisation, il y avait une quarantaine de membres à l'époque. C'était quand même, en 82, c'était quand même déjà 10 ans après sa création, hein. Et pour pouvoir entrer en contact avec le GISTI, parce que ça pouvait correspondre effectivement à ce qui m'intéressait, j'avais d'autres engagements à la Ligue des droits de l'homme, il a fallu, c'est amusant, que j'aille jusqu'à Marseille, où Christian Bruschi, qui est un collègue d'histoire du droit et qui était aussi engagé, il y avait une petite association marseillaise de défense des droits des étrangers, avait organisé un colloque. Et donc c'est là que j'ai connu une des personnes qui était au cœur de l'activité du GISTI, et j'ai donc adhéré en 82. Alors dans un contexte un peu particulier, puisque tous les hauts fonctionnaires qui en faisaient partie étaient à l'origine de leur création ou avaient adhéré, étaient partis. On peut les nommer aujourd'hui puisqu'ils sont tous sortis du placard, à savoir il y avait Michel Novlers, qui n'était pas très connue, en plus elle est décédée dans des conditions tragiques très peu de temps après. Il y avait Yannick Moreau et Gérard Moreau. Donc Yannick Moreau qui était au Conseil d'État, et comme Michel Novlers, et Gérard Moreau qui, je crois, était à l'Inspection générale des affaires sociales, mais après il a été directeur de la population et des migrations. Il y avait un autre qui est moins connu, et puis il y a eu aussi Jean-Marc Sauvé, qui a été membre du GISTI, donc voilà. Mais eux, Gérard Moreau, on a eu pas mal de contacts avec lui puisqu'il était directeur de la population et des migrations. Donc, quelquefois, on avait besoin de s'adresser à lui pour des interventions, des interventions personnelles, je veux dire sur des cas personnels, mais c'est aussi parce que on avait une subvention du ministère, et donc chaque année, il fallait demander son renouvellement. Avec Sauvé, c'est beaucoup plus tard, lui, il s'est dévoilé beaucoup plus tard. Et donc j'arrive en 82, et en fait, l'activité du GISTI, un peu comme aujourd'hui, elle consistait dans des recours. Les recours, ils étaient notamment faits par Philippe Vaquet, mais c'est François-Julien Laferrière, en fait, qui travaillait avec Philippe Vaquet, qui, à mon avis, les rédigeait. Enfin, on rédigeait beaucoup. On faisait des publications et une consultation, donc tous les samedis matins, une consultation donc, à laquelle j'ai participé. Mais dans l'activité du GISTI, il y a aussi des questions très prosaïques, aller chercher de l'argent, etc., etc. Voilà. Donc mon rôle à l'époque, à mon avis, il était déjà un peu multiforme, et je me suis retrouvée présidente très vite, en 85, parce que la présidente était un petit peu fatiguée. En fait, elle était malade, on l'a su plus tard. Et donc, j'étais présidente, mais être présidente du GISTI entre 85 et 2000, c'était moins prenant qu'être membre du bureau du GISTI aujourd'hui en tant que retraité, avec une activité du GISTI qui s'est démultipliée. On est aussi confronté, comme toutes les associations militantes, à l'immédiateté
hein, à cette nécessité de toujours réagir dans l'immédiat. Donc je veux dire, il y a Internet, il y a les mails, il y a les réactions, les journalistes qui veulent une réponse, les communiqués qui n'arrêtent, enfin, et puis une activité des pouvoirs publics aussi qui est quand même... voilà, donc c'est extrêmement prenant. Et j'aurais du mal à vous décrire tout à fait mon rôle, parce que j'ai l'impression aussi parfois d'être un peu couteau suisse. Et c'est vrai qu'au bureau du GISTI, j'ai calculé l'autre jour, on est quand même, je crois, 6 retraités sur 18. Alors retraités soit de l'enseignement supérieur, soit magistrats, soit archivistes, soit... il y a encore... bon, donc c'est très important aujourd'hui, mais c'est valable pour toutes les assos, les retraités sont quelque chose de très nécessaire, parce que les jeunes c'est bien, mais et les avocats c'est bien, mais il faut qu'ils gagnent leur vie, qu'ils reçoivent leurs clients, voilà, donc aujourd'hui le GISTI fait aussi beaucoup de formations, alors ça j'y participe également, j'ai notamment des formations de 5 jours où je vais expliquer le premier matin la hiérarchie des normes, avec mon petit côté enseignant, quoi, où j'essaye d'expliquer, alors en prenant bien sûr le cas des normes qui concernent les étrangers. Donc voilà, des choses comme ça. On a, comme dans toutes les associations, des problèmes, bon, je vous l'ai dit, d'argent, des problèmes de, comme on dit en rigolant, de RH. Donc c'est vrai que dans les associations, il y a maintenant parfois des burn-out. Hein, c'est très dur, hein, je veux dire, c'est une surcharge de travail dans tous ces domaines. Voilà, et voilà, mais sinon, je ne sais pas ce que... Alors, ce qui est quand même caractéristique, pour en revenir, c'est que j'étais la première universitaire. J'étais la première universitaire en phlogistie. Et aujourd'hui, on est quand même nombreux. Alors, soit à être membre de l'association, alors nombreux, il y a peut-être une quinzaine sur 200, c'est pas tellement. Peut-être qu'on est une vingtaine quand même sur 200. Quand je dis alors universitaire académique au sens large, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas tous juristes. Hein, on a Emmanuel Blanchard, Alexis Spire, qui sont plutôt sociologues ou historiens. Alors c'est vrai qu'on est obligé de faire un petit peu de droit quand on arrive au GISTI. Mais, voilà. Et surtout, on accueille des stagiaires. Et la revue Plein Droit, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, elle a complètement changé. Quand on l'a créée en 87, c'était encore vraiment une revue très militante où on écrivait tous les articles nous-mêmes. Je crois qu'il y a des articles, celles sur les discriminations, je crois que j'ai à peu près dû écrire les 3/4 de la revue, alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. On a un comité de rédaction, les articles sont relus 20 fois. J'ai rarement vu des revues où on relit autant les articles. Pour qu'ils collent, il faut qu'ils fassent juste 18 000 signes, il faut que ce soit compréhensible, bref. Mais qui fait beaucoup appel à des universitaires, soit qu'on va chercher, soit qui proposent leurs articles. Et ça, c'est pas que des juristes, hein, même, je dirais même que c'est essentiellement pas des juristes. Beaucoup de gens qui sont à l'ICM, l'Institut Migration, et voilà, donc, mais mon rôle au GISTI, je vous dirais, est un peu multiforme, voilà, multidimensionnel. Sur l'idée de s'engager, est-ce que chez vous c'était évident que ça serait par le moyen du droit? Surtout que, en fait, à l'époque, dans les années 70, peut-être les engagements, on ne les voyait pas nécessairement sous l'angle d'un engagement de juriste, ou en tout cas juridique, plutôt même parfois contre le droit. Alors, les tout premiers engagements dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment sur Israël-Palestine, non, c'était pas du droit. On aurait pu imaginer, hein, mais c'est pas sur ce terrain-là. En revanche, c'est vrai que la première fois que je suis entrée en contact avec la Ligue des droits de l'homme, c'était à l'occasion de l'affaire Joannet,
Alors l'affaire Jouanet, je rappelle, 1980, Louis Jouanet, donc un des fondateurs du syndicat de la magistrature, qui est détaché à la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, comme directeur des services. Enfin, ou directeur, je ne sais pas si c'est directeur des services. Et le gouvernement, ou le ministre le garde des Sceaux, veut supprimer son détachement. Et du coup, on pense que c'est une décision politique. Et donc, il y a une mobilisation dans laquelle la Ligue des droits de l'homme s'inscrit. Et on va... Alors, pourquoi on est venu me chercher sur cette question, je ne me rappelle plus très bien. Peut-être que j'avais écrit, ou en tout cas j'étais juriste, et notamment avec Herbert Meil, qui lui était vraiment un spécialiste de ces questions. On nous a demandé d'écrire un article dont j'ai dû garder la trace et qui est apparu dans Le Monde. Du coup, je me suis un petit peu investie dans une commission qui s'appelait à l'époque, à la Ligue, Informatique et Liberté. Et c'était la commission de la Ligue. Donc j'ai dû... Et alors, de fil en aiguille, j'ai adhéré. Je sais pas quand c'était, ça devait être en 82, un petit peu à la même époque que le GISTI. Donc c'était 2 engagements en parallèle. Mais très vite, à la Ligue des droits de l'homme, je me suis aussi intéressée, bien sûr, à la commission immigrée. Et par la suite, je me suis aussi intéressée à la commission... je me suis aussi investie dans les questions bioéthiques, où j'avais aussi écrit des choses, etc. Et du coup, alors avec des problèmes dont j'ai ressenti, qui étaient un tout petit peu compliqués pour moi, parce que la Ligue des droits de l'homme et le GISTI étaient bien sûr des partenaires sur les questions d'immigration, mais n'étaient pas toujours exactement sur la même ligne, et surtout, n'avaient pas non plus la même, comment dirais-je, le même positionnement. Je veux dire, la Ligue jouait un petit peu sur la grande dame de la République, et nous, au contraire, on était un peu sur le truc, vous êtes des gauchistes, voilà. Et surtout la liberté de circulation, à laquelle dont on a fait un de nos mots d'ordre et de nos objets en 96, je crois qu'on l'a inscrit dans les statuts en 96, la Ligue n'y adhérait pas. Enfin si, elle était pour la liberté de circulation, mais pas d'installation. Voilà. Donc c'était parfois un petit peu compliqué. Quand j'étais présidente de la Ligue des droits de la... Non, ça, j'ai jamais voulu. On me l'a proposé, mais j'aurais jamais... C'est trop dur. Présidente du GISTI et membre très active de la Ligue des droits de l'homme, ça me mettait parfois dans des situations un petit peu compliquées. Mais sinon, ça marchait bien. Et donc j'ai siégé au comité central pendant, je crois, 1986 peut-être, ou même avant, pendant au moins 30 ans. Voilà. Et ensuite j'ai accepté d'être au bureau pendant 3 ans, mais juste 3 ans comme ça, donc pas très longtemps. Et voilà, je continue à être membre. Moins active, mais fidèle. Et j'essaye aussi de faire le lien entre la Ligue et le GISTI souvent. On fait beaucoup de choses ensemble avec la Ligue des droits de l'homme. On se retrouve parfois minoritaires d'ailleurs sur des questions, je pense à des questions un petit peu touchy, comme prendre la défense de quelqu'un qui a été condamné pour aide au terror, enfin, dans ce qui est marqué dans le code pénal, hein, aide au terrorisme ou je sais pas quoi, mais pour quelques années de prison, ce qui prouve que ça n'est pas gravissime. Et quand il sort de prison, eh bien, on l'assigne à domicile, on assigne à résidence parce que on ne peut pas le renvoyer en Algérie. Et il est assigné à résidence depuis 10-15 ans, dans des conditions où il doit pointer tous les jours pendant plusieurs fois par jour, sans vie de famille possible, sans travail possible. Et donc là, par exemple, c'est le genre de sujet auquel les associations n'aiment pas trop toucher. Et là, pour le coup, on s'est retrouvé OK avec la Ligue des droits de l'homme pour reprendre sa défense. On a été jusqu'à la Cour européenne, sans succès d'ailleurs. Voilà, des choses un peu comme ça. Donc c'est bien sûr notre partenaire, comme la CIMAD, comme
plein d'autres associations, aussi le SAF, le SM, avec qui on fait beaucoup de contentieux, on fait beaucoup de communiqués, voilà. Et voilà. Et c'est vrai qu'à la Ligue des droits de l'homme, du coup, quand vous êtes au comité central, vous prenez un peu, vous vous intéressez un petit peu à tout, en fait. Hein. Parce que la Ligue des droits de l'homme, évidemment, les deux engagements sont très différents. Parce qu'à la Ligue des droits de l'homme, c'est une association généraliste. Donc c'est très différent. C'est très différent comme contexte. Elle est plus grosse aussi, elle a quand même... grâce à Darmanin, elle est montée à 11 ou 12 000 adhérents alors qu'elle en avait que 9 000. Quand il a fait sa sortie contre les... Ah oui, il faudrait qu'on vérifie un petit peu son budget et ses subventions. Et tout de suite, voilà, ça c'était bien et c'était pratique. Mais des moyens de lutte par le droit. Finalement, c'est vrai. Alors, par le droit ou autrement, je veux dire, c'est pas par le droit, parce que je veux dire, mais disons que le GISTI, effectivement, avait décidé de défendre les étrangers sur le terrain du droit, ce qui était très spécifique à l'époque de sa création, parce que dans un contexte post-68 art est très marxisant. Le droit, bien sûr, c'est l'instrument de domination de la classe dominante pour mieux asservir la classe dominée, mais en disant, bon, c'est vrai, mais en même temps, il y a des interdictions. Mais cela dit, en vérité, notre combat, il est politique. Parce que sur le terrain du droit, on peut pas... C'est bien joli de faire appliquer le droit, mais ça ne suffit pas, puisque ce droit lui-même ne convient pas du tout à ce qu'on souhaite. Donc en fait, on s'engage sur le terrain politique, et aujourd'hui, même sur le terrain, au niveau européen, ce qui est plus compliqué. Donc en fait, c'est effectivement par le droit, mais autrement, de même à la Ligue des droits de l'homme, moi j'y suis arrivée par ces côtés-là, et c'est vrai que la bioéthique, par exemple, c'est un terrain sur lequel je m'étais aussi pas mal engagée à l'époque sur le Pacs, sur le mariage pour tous, etc. C'était aussi des sujets qui me tenaient à cœur. À cette époque, j'ai représenté la Ligue des droits de l'homme dans des collectifs inter-associatifs très LGBT. Et c'était intéressant. C'était intéressant aussi parce que je me souviens aussi, par exemple, avec les trans, vous aviez 3 associations trans, elles n'étaient absolument pas sur les mêmes positions. C'était très instructif. Voilà, j'ai milité aussi sur le sida. J'ai siégé au Conseil national du sida. En fait, c'est assez amusant parce qu'en fait, je représentais... j'ai été très peu de temps à la Commission consultative des droits de l'homme comme représentante du GISTI. Parce qu'on nous avait, on nous a proposé d'y entrer, je crois en 87, à un moment quand la gauche est revenue au pouvoir, donc ça devait être 88, un truc comme ça. Et je l'ai quitté en 93, parce que quand la loi Pasqua est passée, on avait fait un texte extrêmement... la commission avait fait un texte extrêmement critique sur cette loi, et quand on est revenu, la loi a été promulguée au mois d'août, et quand on est revenu, elle était passée. Donc, j'avais dit au président de l'époque, Paul Boucher, alors Paul, on ne dit pas quelque chose? Non, Daniel, nous sommes une commission consultative. Alors j'ai dit que d'accord, on n'allait pas rester, quoi, parce que c'était une espèce de légitimation, de caution quand même. Voilà. Donc j'y suis restée très peu de temps, mais ça m'a quand même valu, pendant cette période, d'être nommée, sauf erreur de ma part, en tant que représentante de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, au Conseil national du sida, et qui était une expérience vraiment très intéressante,
très intéressantes. On s'est notamment mobilisé pour les étrangers malades, parce que la question du statut des étrangers malades, elle est venue des associations SIDA, puisque c'était là le truc, enfin aujourd'hui c'est plus diffus, mais c'était vraiment ça. Et c'était vraiment une expérience très intéressante. C'était au moment où les trithérapies sont arrivées. Je me souviens même que les trithérapies, quand elles sont arrivées, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Et la question était de savoir si on allait tirer au sort. Pour éviter, on avait même proposé que ce soit tiré au sort, ce qui avait beaucoup déplu. Mais pourquoi? C'était qu'on voulait éviter que le poids des grands mandarins ne favorise... bon, c'était... Enfin, de toute façon, il y en a eu assez. Donc la question ne s'est pas posée. Donc ça, c'était pas un engagement militant, mais c'était vraiment une expérience très intéressante qui à la fois par rapport aux gens qui siégeaient là. Donc c'était intéressant. Une autre expérience que j'ai eue, et là c'est en tant que Ligue des droits de l'homme, enfin avec ma casquette Ligue des droits de l'homme, c'est à l'agence de biomédecine qui a un conseil d'orientation. Et en fait, le conseil d'orientation de l'agence de biomédecine, c'est une espèce de comité d'éthique. Alors pour les questions qui la concernent, hein, une série de questions sur la procréation assistée, sur la génétique, etc. etc. Et les greffes. Et ça, c'était très intéressant. J'ai beaucoup appris aussi, parce que ce n'est pas des questions que je connaissais forcément. Il y avait effectivement une place officiellement pour des associations de malades, mais aussi pour une association de défense des droits de l'homme. Donc si vous prenez les associations de défense des droits de l'homme, à part la Ligue des droits de l'homme, c'était en fait une place pour la Ligue des droits de l'homme. Voilà. Donc ça aussi, c'était intéressant. Et c'est quand même par le biais de mes attaches militantes que j'y suis... que j'ai fait ces expériences, sachant qu'à la commission consultative des droits de l'homme, il y a plein de collègues qui y siègent, alors en tant que personnalité qualifiée. Voilà. Moi, j'y siégeais vraiment pour logistique.